Braves gens, Bienvenue dans votre nouvelle horrifique histoire. Je l'ai coupé avant la fin, mais c'est pas très grave. Ce soir, dans Horrifique Histoire, 2 nouvelles. Et nous allons commencer par Magda, une nouvelle de Hugo Jaluride. Première partie. je me trouve dans le coin gauche de la chambre que j'occupe à l'étage. Un espace réduit qui a toute mon affection, car je vois parfaitement le ciel. Un ciel qui, couvert ou dégagé, me semble sans limite, car je ne vois pas les toits. Le sol pourrait bien avoir disparu aussi. Ma fenêtre est couverte de rideaux, plusieurs, afin de constituer une épaisseur qui me cache du monde. Je peux quand même voir le mouvement des nuages, de la lumière, et deviner les ombres. Quand la dite fenêtre est entr'ouverte, je peux sentir l'odeur de l'extérieur, comme elle change selon la saison. Je peux aussi entendre les bruits, les bribes de conversation ou les chants lorsqu'ils portent assez loin. Maintenant, elle est close. Une aube grise se lève sur le monde par-delà la vitre. Je me réveille tôt, presque toujours à cause de mes nuits peuplées de cauchemars. Quand je ne parviens pas à me rendormir, ce qui arrive régulièrement, je m'assois dans ce coin, je lis un de mes romans ou je regarde les images des livres de voyage. Il m'apporte le plaisir de m'emmener loin de ma maison, de ma chambre, de ma cellule. Je suis né à Greydale, au sud d'Arkham, au bord du fleuve Miskatonic, dans une communauté de 300 âmes, isolées, mais très unies. Nous restons entre nous, ce qui nous amène une mauvaise réputation au-delà de la rivière. Je peux comprendre, par moments. Les étrangers craignent ce qu'ils ignorent, et nous sortons très peu. 2 fois l'an, pour vendre les produits de nos petits ateliers de tissage. Quand le frère de Zacharie, un de mes camarades de classe, a eu 16 ans, il a pu accompagner son père en dehors du village pendant une journée. Quand il est revenu, il nous a raconté combien les gens de l'extérieur étaient laids, hautains. Ils étaient sans doute fainéants au vu de leurs vêtements impropres au travail manuel. Leurs femmes étaient disgracieuses et se grimaient avec vulgarité. Ils vénéraient des idoles impures. Nous avons écouté le frère de Zacharie, angoissé et fasciné. J'ignore s'il le faisait exprès, mais il amplifiait les histoires de nos parents, étouffant en nous toute volonté d'aller découvrir cet autre monde peuplé de créatures hideuses, se complaisant dans l'erreur. Je me souviens qu'à l'époque, nous nous ressemblions tous, je veux dire, nous, les enfants du village. Les changements physiques qui nous rapprocheraient de nos parents n'étaient pas encore en cours, pas encore.
Le frère de Zacharie commençait juste à changer. L'avenir nous semblait clair. Là, je parle pour moi. Les autres ont eu l'existence correspondant à leur attente. Seul mon destin a divergé. Je n'ai pas eu la chance de changer comme les autres. Les plus chanceux entament leur transcendance à l'âge de 12 ans. Les retardataires évoluent à partir de 14 ans. J'en ai 16. Et aucune des métamorphoses promises par le culte ne se sont produites en moi. Ma sœur Maureen, de 5 ans ma cadette, a déjà commencé à changer. C'est pour ça que je suis enfermé dans ma chambre. Je suis une tare vivante pour cette communauté, la honte de mes parents, un sujet de moquerie pour ma sœur. Seule ma mère m'adresse la parole à travers la porte. Elle me glisse mon repas par une chatière et parfois des livres quand mon père ne la surveille pas. J'ignore comment elle les récupère, mais elle s'arrange pour qu'il y ait plus de texte que d'images. C'est aussi bien. Mon imagination me suffit. Les livres me tiennent chaud à l'âme. Le monde au-delà de la rivière me semble bien plus séduisant à travers les pages. J'en rêve souvent quand j'échappe au cauchemar. Bien sûr, le sens de certains mots m'échappe, mais je saisis le plus important. Juste assez pour m'évader. En dehors de la lecture, ma mère me donne aussi à faire des ouvrages de couture. Elle dit que je suis doué avec mes mains. Être occupé me rend libre. J'aime les jours ensoleillés. Ma famille reste souvent à la maison car les travaux en extérieur sont plus complexes. J'écoute les bruits qu'ils font au rez-de-chaussée. La voix profonde de mon père, la voix chantante de ma mère, la voix fluette de ma sœur. La vie dont je suis exclu. Là encore, je ne suis pas capable de tout comprendre. Parfois, ils se parlent dans la langue des anciens. Certaines subtilités sont hors de ma portée. C'est guttural, profond, plein de claquements de langue et de mâchoires. Je ne peux pas la parler. Ma bouche et ma gorge ne sont pas faites pour et ça n'évoluera pas. Celles de mes parents se sont élargies et transformées pour que ce soit possible. C'est dans les lieux de culte que l'on apprend la langue des anciens. Tout ce que j'en sais, je l'ai déduit, écouté, presque volé. Mon père ne s'adresse jamais à moi, pas plus que ma sœur. Quant à ma mère, elle fait déjà preuve de trop de sensibilité à mon égard. Me transmettre ce savoir sacré dont je suis indigne serait un sacrilège. Pourtant, je sais qu'elle croit encore à un miracle me concernant. Elle prie pour cela sur l'autel de la maison. C'est sa façon à elle de vivre sa culpabilité. Elle se sent responsable de ce que je suis. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à le croire. J'ai entendu mon père l'accabler plusieurs fois. Dans un moment de colère, il l'a même accusé d'avoir fauté avec un homme d'au-delà de la rivière. Bien sûr, c'était impossible, ma mère n'étant sortie qu'une fois et ce, bien avant ma naissance. Elle s'est beaucoup lamentée ce soir-là.
Je suis bien leur fille à tous les deux, même si mon père se demande encore ce qu'il a fait pour subir une telle punition. Les premières transformations de Maureen ont apaisé sa détresse. Il devait être tellement fier lorsqu'elle lui a montré les 3 lignes dans son cou qui se dilataient au rythme de sa respiration. Je ne sors jamais de ma chambre. Cependant, je suis contrainte de porter un voile épais sur mon visage les jours où ma fenêtre est ouverte. Elle ne s'ouvre que de l'extérieur. C'est ma mère qui se charge d'actionner le loquet avec une perche. Ma famille refuse de prendre certains risques. Les miens vivent avec le poids de mon existence. Nos voisins ont, pour la plupart, pitié d'eux, ou bien ils croient à une mise à l'épreuve de nos dieux. Dans ma jeunesse, je promettais beaucoup. Je suis un exemple qui proclame que rien n'est jamais gagné. Depuis qu'ils ont compris que je ne changerai pas, mes parents se sont arrangés pour que personne n'ait plus l'occasion de voir mon visage. Certes, je dégoûte et inquiète. Néanmoins, je reste une curiosité. Lorsqu'ils passent sous nos fenêtres, les autres villageois cherchent à m'apercevoir, surtout mes anciens camarades d'école. C'est plus fort qu'eux. Pour les plus jeunes, c'est devenu une sorte de jeu. Ils jettent parfois des cailloux sur les vitres pour attirer mon attention. Ils m'interpellent ou m'insultent. Tout est bon pour tenter de voir le monstre. Quand cela arrive, je sais plus encore que je ne dois pas me montrer. J'obéis pourtant, je me rapproche des rideaux et je les écoute. Leurs mots sont malveillants, mais au moins, ils me parlent. Alors, je reste là, jusqu'à ce que mes parents les chassent. Ma mère vient me réconforter régulièrement. Elle parle tout contre la porte, d'une voix douce, pour que mon père ne puisse pas l'entendre. J'ai parfois du mal à capter ses mots. Elle dit qu'un jour, je sortirai de cette pièce, qu'un garçon plus âgé voudra peut-être m'épouser. Elle pense à ceux qui commettent des erreurs, qui offensent les dieux ou partent au-delà de la rivière, avant d'en revenir. En s'unissant à moi, ce garçon plus âgé pourrait se racheter auprès des nôtres et me permettre d'échapper à mon destin. Une sorte de sauvetage mutuel, en somme. Je sais que mon existence est tolérée pour cette raison. Je suis un moyen. Je peux être utile dans certaines situations. Je peux et je dois m'en satisfaire. Il m'arrive encore d'y croire. Avoir un mari, peut-être même des enfants. Les autres villageois accepteraient que je sorte, avec mon voile évidemment. Je serai un membre à part entière de la communauté. Je serai complètement des leurs. Oui. Il y a des moments où j'y crois. Et là,
et là je les entends qui m'appellent monstre. Leur voix me déchire. Partie 2. Aujourd'hui est un jour brumeux. Des nuages opaques, couleur de coton, frôlent le sol. L'air qui entre dans ma chambre est vif, saisissant. J'ai froid, mais je m'en satisfais. Avec le brouillard, les rues du village sont vides et ma fenêtre est grande ouverte. Alors, je peux me risquer à sortir la tête dehors. Et pourquoi pas les épaules? Je m'appuie contre le cadre en bois. Le monde extérieur est si humide, si blanc. Je devine à peine la maison des voisins. Je pourrais descendre, marcher un peu, remonter la rue comme un fantôme. Personne ne me verrait, j'en suis sûr. Ma famille est rentrée tard hier. Je sais qu'ils dorment profondément. Tous dans les autres maisons dorment aussi. Le chemin est envahi par le ciel et le silence. J'enroule mes pieds dans un tissu. Je n'ai pas de chaussures à ma taille depuis que je suis enfermé ici. Je m'enveloppe dans une grosse couverture bien chaude. Je n'ai pas non plus de manteau et mes vêtements sont légers. Je fais vite, pour ne pas que ma famille se réveille et pour ne pas changer d'avis. J'enjambe la fenêtre. L'exercice est périlleux. Au vu de ma situation, je ne suis pas très sportive. Je détends mes bras et laisse pendre mes jambes pour être la plus proche possible du sol. Au retour, il faudra que j'escalade la gouttière pour remonter. Ça risque d'être compliqué. Mes bras commencent à devenir douloureux. Il est trop tard pour faire machine arrière. Je lâche tout et tombe. La sensation est étrange lorsque je touche l'herbe trempée. Je frissonne. De froid, mais d'excitation aussi. Je ne suis pas sorti de chez moi depuis presque 3 ans. Je n'y vois pas à 2 mètres, pourtant je suffoque presque devant tout cet espace. Le froid me mord les oreilles, le nez, le front. Sans comprendre, je me mets à courir. Mes pas dévorent la rue aussi vite que mes muscles amaigris me le permettent. Je ne produis aucun son. Je suis une extension mobile de la brume. Courir est bon, courir réchauffe, courir brûle les poumons. C'est délicieux le temps que ça dure. J'ai fait un bon pari en sortant par ce temps. Les rues sont entièrement vides. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment d'animaux dans le village. Pas d'animaux de compagnie du moins. Nous avons des bœufs,
ou des chevaux de trait, mais rien d'autre. Les volailles que l'on a tenté d'élever sont toutes mortes. Il est vrai que nous attirons les poissons. Cependant, les autres espèces semblent nous fuir. Le frère de Zacharie a dit qu'il avait vu au-delà de la rivière des sortes de loups dégénérés à petites mâchoires. Ils ont fait du bruit en claquant leurs dents pointues lorsque lui et son père se sont approchés. J'en ai vu dans les livres. Ils avaient l'air agréables pourtant. Il y avait d'autres animaux aussi dans mes imagiers. Petits, avec des oreilles en triangle, des yeux verts en amande et des pupilles comme des lames de couteau. Ils vivent sur les toits et font des bruits doux avec leur corps. J'aurais voulu savoir s'ils nous fuient également, mais le frère de Zacharie n'en a pas vu. Mes pas me rapprochent de la sortie du village. J'ai l'impression maintenant que c'est celui-ci qui est mort et que je suis le seul être vivant. Je finis par entendre le chant de l'eau, régulier et paisible. La miskatonique est rarement en crue ici. C'est une tradition de venir en famille à chaque pleine lune pour prendre un bain de rivière. En dehors des chants et des veillées, c'est une autre façon de rendre hommage à nos dieux, à Dagon en particulier. S'il ne faisait pas si froid, j'aurais trempé mes pieds dans l'eau. Je me demande si les poissons viendraient s'accrocher à mes orteils comme autrefois ou s'ils me fuiraient eux aussi. Je me rapproche du rivage. Je ne sais plus à quel point l'eau est profonde, mais sa teinte verdâtre, la vase qui s'agite perpétuellement au fond, ça, je ne l'ai pas oublié. La maison de la famille Carson est juste derrière moi. Heureusement, les volets sont fermés. Petite, je jouais souvent avec leurs filles. Je les enviais beaucoup de vivre si proche de la rivière. La couleur de l'onde m'hypnotise et je m'assois au bord. À cet instant, je réalise que je ne porte pas mon voile. Rien d'étonnant. Je suis parti sur un coup de tête. Je tâte mes traits. C'est étrange. Mon visage est caché si souvent. Même quand je le lave, je prends bien soin de ne pas regarder mon reflet. Je sais que je suis repoussante. Je n'éprouve pas le besoin de m'en assurer. Enfant, je rêvais de ressembler à ma mère, de changer pour être comme elle, d'avoir ses yeux immenses, sa peau pâle, de perdre mes cheveux trop fournis. L'envie de pleurer m'étreint. Pleurer est le signe ultime de mon échec. Les nôtres ne peuvent pas verser de larmes. Cependant, alors que la brume m'enveloppe, j'ai envie de regarder à nouveau, juste une fois. Il y a peut-être l'esquisse d'un changement depuis le temps. Tremblante, je m'approche encore de l'eau. Mais alors que j'aperçois le sommet de mon crâne, un craquement soudain me fait me retourner. Madame Carson vient d'ouvrir ses volets. Je vois ses bras blancs et maigres, l'ombre de son visage se découpe dans la lumière blafarde du jour.
Je détale aussi vite que mes jambes me le permettent. J'ignore si elle m'a vu. Plaise aux dieux qu'elle n'en ait pas eu le temps. Partie 3. Cela fait 2 jours. 2 jours depuis mon escapade lors du jour brumeux. Je ne sais par quel miracle j'ai réussi à remonter dans ma chambre, ni par quel autre miracle personne ne m'a entendu. Je me suis blotti dans les draps et j'ai attendu. Attendu que ma mère vienne m'annoncer qu'on m'avait vu et que j'allais être sévèrement puni. Ou pire, voir les voisins débarquer en nombre pour réclamer mon exil. Mais rien ne s'est produit. J'avais guetté un changement dans la voix de ma mère, une agitation dans les pas de ma sœur, ou de la colère chez mon père. Mais tout est resté égal. Mon inquiétude s'apaise peu à peu. Je suis même parvenu à lire cet après-midi. Je pense que j'ai eu de la chance. Une chance incroyable. Je ne prendrai plus ce genre de risque. Plus jamais. Aux alentours de 18h, ma mère me glisse mon plateau repas par la chatière. C'est plutôt que d'habitude. En plus de mon dîner, elle m'a laissé un court message écrit. Une messe exceptionnelle a lieu ce soir. Il est question d'une grande nouvelle. Ils rentreront tard. Je mange et j'attends à nouveau. Je tente de me convaincre que cette grande nouvelle n'a rien à voir avec moi. Je scrute la nuit par la fenêtre, en espérant les voir revenir. Je sais, malgré ma jeune expérience, que plus une information est mauvaise, plus elle engendre de conversations. Aucun chant ne me parvient. Ce n'est pas bon signe. Ma bougie fond. Je me dis qu'il faut que je dorme, ou du moins que j'essaye. Je me suis assoupi. Très peu de temps sans doute. Mais le claquement de ma porte me réveille. Mon cœur s'emballe dans ma poitrine. Je fais un effort pour ne pas me redresser sur mon lit. Personne n'est entré dans ma chambre depuis tellement longtemps. La flamme mouvante de la bougie projette une lumière inquiétante sur les murs. Je reconnais la silhouette de ma mère qui s'avance vers moi. Le bruit du tissu de sa robe se mélange à celui de ses pieds. Elle se glisse à mes côtés et s'assoit sur mon lit. Je n'ose toujours pas bouger, j'ai tellement peur qu'elle m'en veuille. Elle est la seule à se préoccuper de moi. Sa main se glisse dans mes cheveux avec douceur. Elle murmure. Elle est désolée de ne pas pouvoir m'offrir un meilleur avenir. Désolée que je sois resté enfermé dans cette chambre si longtemps. Désolée de ce qu'elle est obligée de faire. Je me crispe en entendant ces derniers mots. Sa poigne se referme sur ma crinière. J'ai un hoquet de surprise et d'horreur. Elle sort une dague de son dos. Ses grands yeux secs
fixe ma gorge. Elle prononce quelques bénédictions dans la langue des anciens. Au moment où la lame va s'abattre, j'arme mon pied et la frappe au ventre. Elle lâche sa prise en criant. Je m'écarte vivement d'elle, mettant le lit entre nous. Je ne parviens pas à articuler la moindre parole. Pourtant, je veux savoir pourquoi. Ma mère me fixe. Elle semble entendre ma question silencieuse. Des poissons sont morts, des dizaines. Ils flottaient à la surface de la rivière comme emprisonnés. Quand les autres villageois s'en sont aperçus, Madame Carson a raconté qu'elle m'avait vu penché sur la rivière. Il suffisait de ça pour que la communauté entière me croie responsable. Certains pensent que je suis maudite, d'autres que j'ai volontairement cherché à faire du mal. Ils voulaient me sacrifier. Elle est venue m'épargner cela. Sa voix est douce. Elle veut que je me laisse faire. Elle veut en finir. La terreur m'étouffe. Je ne dois pas rester ici. Je réalise que si ce n'est pas ma mère, c'est le village entier qui viendra me faire payer un crime que je n'ai pas commis. Elle lance un regard vers la porte. Si ma sœur ou mon père surgissent maintenant, je suis perdu. Elle fait un bond par-dessus le lit et me rate. J'en profite pour fuir à toutes jambes. Je cours dans le couloir, puis l'escalier, priant à voix basse pour ne croiser personne. Je traverse la cuisine en faisant tomber les meubles derrière moi pour barrer la route à ma mère. Ni ma sœur ni mon père n'étaient présents. Un véritable miracle. Mon corps a réagi plus vite que ma raison, et je suis étonnamment plus rapide que je ne le pensais. Sur le pas de ma porte, une rumeur lointaine me parvient. Le reste du village est en route. Le reste de ma famille est sans doute parmi eux. Je n'attends pas de les voir. Je cours, malgré mes pieds nus et le froid. C'est ma deuxième nuit dehors. Une fois passé le pont, je me suis écarté de la route pour m'enfoncer dans la forêt. Je les ai entendus derrière moi. Leurs voix menaçantes m'ont poursuivi jusque dans mon sommeil. Mais ils ne m'ont pas trouvé. Je me suis caché. La main plaquée sur les lèvres, j'ai attendu. Je me suis éloigné très lentement avant de courir à nouveau, me retournant sans cesse pour vérifier que personne ne m'avait pris en chasse. Je suis frigorifié. J'ai dû arracher des lambeaux de ma robe pour me protéger les pieds. J'ignore où je vais. J'ai peur de me rapprocher de la route. Si les membres de ma communauté ont pris une carriole pour essayer de me trouver, ils y seront. La faim commence à me tordre l'estomac. Chaque mouvement se fait douloureux. J'ai conscience que si je m'arrête pour me reposer, je vais mourir.
C'est alors que des bruits inconnus me font sursauter. Je ne parviens pas à les identifier. Ce sont des grondements, des crissements. J'aperçois des lumières dans le soir tombant. L'orée de la forêt est plus proche que je ne le pensais. J'ai peur, mais n'hésite pas longtemps. C'est prendre ce risque ou succomber au froid et à la faim. Je m'avance à pas feutrés. Des mots me parviennent, un langage que je comprends. Pas des gens de mon village. Je suis à proximité d'une sorte d'échoppe. Des fruits et des légumes sont exposés sur un étalage. La lumière qui s'échappe des lieux est si vivace qu'elle m'agresse les yeux. Aucune bougie ne peut produire une telle clarté. Un carillon retentit et je sursaute encore. Une femme vient de sortir de l'échoppe. Elle porte un lourd sac de provisions. Je devrais m'enfuir, mais je reste figé. Elle est si différente des adultes de chez nous. Je peux voir ses cheveux très longs dans son dos. Ses vêtements laissent deviner ses jambes. Ses membres sont étrangement rosés et colorés. C'est dérangeant, mais je ne parviens pas à la trouver laide. Elle se retourne, me regarde. Je pense trop tard à plaquer mes 2 mains sur mon visage. Ses yeux s'arrondissent. J'ai la certitude qu'elle va partir en courant, horrifiée. Pourtant, rien ne se passe. Elle me dévisage, sans bouger. Ses paupières clignent plusieurs fois. Elle s'adresse à moi, me demande si je suis perdu ou blessé. Je ne peux articuler la moindre parole. Alors elle s'approche, pleine de sollicitude. Elle ne me craint pas. Elle ne semble même pas me trouver repoussante. Elle pose ses provisions sur le sol. Je l'entends héler quelqu'un. Elle me demande mon nom. Je réussis à lui répondre, en tremblant. Magda.